Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on reçoit une doctorante en sciences, Vania Sandoz, qui va nous parler d'un sujet. Et en fait, aujourd'hui, on a besoin de vous et notamment, vous êtes 50% sur la chaîne, on a besoin des papas. On est à peu près donc 50-50 en termes d'hommes et de femmes sur cette chaîne. Donc, je sais que vous êtes là. Ne me dites pas que vous n'êtes pas là. Je vous vois, je vous connais. On va avoir besoin de vous. Vous allez pouvoir éventuellement participer à une recherche. Donc, merci beaucoup, Vania Sandoz, d'avoir accepté cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Je sais que vous travaillez au CHU de Lausanne en Suisse. Et écoutez, présentez-vous, dites-moi un petit peu quel est votre sujet de recherche. Bonjour, merci déjà aussi de l'invitation. Donc, moi, je m'intéresse particulièrement aux accouchements, les accouchements qui sont difficilement vécus. Dans le jargon, on parle d'accouchement traumatique. Et puis, donc, vraiment, dans ma thèse, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment un accouchement jugé comme traumatique par les parents peut influencer le bien-être des parents dans la période qui suit l'accouchement. Et puis aussi potentiellement, comment ça peut se refléter sur le développement de l'enfant par la suite. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, je viens faire un appel aux papas pour qu'ils nous aident. Parce que c'est vrai qu'on ne peut rien faire sans l'expérience des gens concernés et il y a très peu de recherches qui ont été menées avec les papas ou les coparents aussi, parce que c'est vrai que, en tout cas, dans nos études, ça est très inclusif. Et on a besoin vraiment de données scientifiques sur comment vont les papas dans la période qui entoure un accouchement pour pouvoir ensuite mieux les accompagner durant cette période. Donc, voilà. Je ne sais pas. D'accord, non, c'est très clair. Alors, vous allez du coup un petit peu nous présenter votre recherche. Donc, vous allez partager l'écran, donc je vous laisse faire. Et donc, vraiment, si vous êtes intéressés, messieurs, j'espère que vous pourrez vraiment nous aider et aider notre collègue à avancer. Alors, je vous laisse présenter. Donc là, c'est bon, on voit l'écran, c'est bon, super. Donc, comme on l'a déjà un peu teasé, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de faire une petite synthèse sur comment vont les pères et coparents après un accouchement. Donc, voilà, ça marche super. Donc, moi, je travaille aussi, comme vous l'avez indiqué, sur Lausanne, au Centre hospitalier universitaire de Lausanne, en Suisse, plus particulièrement au sein du Lausanne Perinatal Research Group, donc le groupe de recherche périnatale de Lausanne. Et puis, avec mes collègues, donc on est des psychologues, on est des sages-femmes, on est des infirmiers, on collabore aussi avec des médecins, pédopsychiatres, etc. Enfin, tout professionnel pouvant avoir un rôle dans cette période qui entoure un accouchement. On travaille, on mène des recherches sur les parents, leurs enfants et aussi le personnel médico-soignant. Parce que notre but, c'est pour les parents et le personnel médico-soignant, c'est de regarder comment ils vont en fait au niveau de leur bien-être, comment ça se passe, et puis aussi au niveau des enfants, comment le bien-être des parents peut avoir un impact sur le développement de l'enfant. Et on essaye vraiment de développer des interventions basées sur les preuves, des interventions où les plusieurs études menées à plusieurs endroits avec des designs différents, etc., montrent que l'intervention proposée est efficace pour traiter tel ou tel problème. Donc, d'une manière générale, pourquoi on s'intéresse aussi au personnel médico-soignant? C'est parce que si le personnel médico-soignant va bien, il et elle pourront soutenir au mieux les parents durant cette période. Donc, c'est aussi très important d'avoir une vision globale de toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans un accouchement. Et donc, notre but général, c'est d'améliorer les soins qu'on peut proposer aux familles pour que cette période qu'on dit, on l'aperçoit normalement vraiment comme étant un moment de vie très positif, l'arrivée d'un enfant, pour que ça le soit pour tous et toutes. Donc, voilà pourquoi on mène, c'est qu'est-ce qu'on fait au sein de ce groupe. Ouais. Alors moi, je me rappelle sur la chaîne, on avait présenté un article vraiment
on l'avait présenté vraiment parce que c'était rigolo quelque part, et puis presque aussi parce que c'était choquant. C'était sur des femmes japonaises qui avaient accouché, et on voulait comparer la qualité de vie de ces femmes japonaises primipares, donc qui avaient leur première enfant. Et ils avaient comparé deux groupes. Un groupe finalement où elles n'avaient pas spécialement de formation sur ce qui allait les attendre en tant que maman, et un groupe où elles avaient une courte vidéo finalement sur ce qui allait les attendre en tant que maman. Et cette étude… Donc vraiment en postpartum ou en postpartum. Dans l'accouchement, parce que c'est vrai qu'on des fois on n'a pas une vision, surtout en tant que primipare de… Voilà. Et donc, en fait, qu'est-ce qui allait en fait leur arriver avec l'arrivée de ce bébé finalement. C'est une étude très anecdotique, mais elle avait montré que la qualité de vie des femmes qui avaient bénéficié de cette courte vidéo pour leur dire ben, voilà ce qui va se passer, elle était meilleure, hein, c'était tiré au hasard, hein, que celles qui n'avaient pas vu cette vidéo. Donc, c'est vraiment anecdotique, mais ça veut simplement montrer que ben, voilà, il faut discuter, il faut parler, il faut échanger, il faut accompagner. Donc, voilà, excusez-moi pour cette digression. Non, mais elle est bienvenue parce que je pense vraiment c'est bon, il y a beaucoup de débats hein, de savoir qu'est-ce qu'il faut dire, jusqu'où il faut dire, parce qu'il y a aussi des personnes qui veulent pas forcément savoir ce qui peut attendre. Mais je crois vraiment que c'est important d'avoir ce consentement, cette vision éclairée de qu'est-ce que c'est en fait, et que ça peut aussi avoir des moments plus compliqués. Bon, là, je rentre déjà un peu dans la présentation, mais que c'est vrai que c'est normal que ce soit peut-être pas forcément tout rose, tout idyllique, et potentiellement, si on le sait avant, ça ne m'étonne pas qu'en tout cas, on le vive mieux. Donc, pour la suite, on a déjà commencé un peu sur le chemin, mais je voulais juste avertir peut-être les personnes qui pouvaient nous regarder aujourd'hui que je vais parler donc d'accouchement, de santé mentale, et puis chez certaines personnes, ça pourrait peut-être susciter certaines émotions ou autres. Donc voilà, faut vraiment bien s'écouter, prendre soin de soi. Et puis, vaut mieux tristement arrêter plutôt qu'aller jusqu'au bout si on se sent pas très bien en fonction de ce que je dis, si ça ravive des mauvais souvenirs. Pour la suite, du coup, je vais vous faire aussi participer, Jean-Baptiste, vu qu'on n'est pas en audience dans une salle de cours ou autre. Et puis pour ceux qui regarderont la vidéo, l'idée que j'aimerais juste vous preniez quelques secondes pour essayer de vous rappeler comment vous avez, de votre réaction la dernière fois qu'on vous a annoncé une grossesse ou l'arrivée d'un enfant, ou bien même vous, si vous êtes papa ou maman, comment ça s'est passé. Voilà, je vous laisse peut-être quelques secondes. Je réfléchis, je m'en rappelle, je m'en souviens. Super. Et puis maintenant, l'idée de, voilà, vraiment, c'est de se dire, voilà, quand j'ai vu les parents la première fois, ou quand j'ai vu le bébé, ou la femme enceinte, etc., comment c'était. Je ne sais pas si vous voulez nous dire un peu comment c'était pour vous. Alors moi, j'ai 3 enfants. Alors, okay. Je parlais de l'annonce du dernier, donc c'était programmé, donc c'était attendu. Donc, je n'ai pas été très surpris. J'étais très content et j'étais en même temps assez inquiet parce que j'en avais déjà 2. Ils sont déjà très chronophages et très, très vivants, très, très présents. Et je me suis dit, oh là là, comment on va faire, mais c'est super, mais comment on va faire, mais c'est super, mais comment on va faire, mais c'est super, mais comment on va faire, mais c'est super. Voilà. Donc, cette joie et cette ambivalence en même temps. Et puis, je ne sais pas, votre entourage, durant la grossesse, est-ce qu'il se souciait de vous, ou c'était plutôt centré sur la maman et le bébé en devenir ou... Je crois qu'en fait, personne ne se souciait trop parce que c'était déjà le 3e. Okay. Et en fait… quelque chose de commun, quoi. Vraiment, c'était comme voilà, une lettre à la poste. Bon, merci. Si en fait, j'ai posé cette question, c'est que souvent, durant la grossesse, en tout cas, l'attention, elle est sur la maman. J'aime beaucoup cette image parce que ça illustre vraiment cette idée où on regarde la maman, on regarde comment elle va, à la limite, on parle aussi du bébé en devenir, donc on regarde les échographies, on le sent bouger, on met la main pour sentir le bébé qui bouge, etc. Et puis, le papa, dans tout ça, il est un peu moins mis au centre de l'attention ou même pas du tout. Et puis alors, quand le bébé il est là, même la maman disparaît, on n'a que pour le bébé, ses petites mimiques, etc. Enfin, voilà,
les bébés sont faits pour être mignons et pour nous attendrir, à juste titre, mais c'est vrai que on peut se poser la question, et les papas dans tout ça, ou les coparents, et puis, qu'est-ce qu'il en devient pour eux? Parce que c'est vrai qu'eux aussi deviennent parents d'un troisième ou d'un premier. La transition est peut-être différente, mais comme vous l'avez bien dit, il y a des inquiétudes, comment on va faire, ça peut être des inquiétudes financières, ça peut être des inquiétudes sur le couple, des inquiétudes voilà, sur sa vie personnelle, comment concilier tout ce penchant loisir qui sera peut-être empiété avec l'arrivée d'un enfant, etc. Et voilà, souvent on les oublie en fait, les papas et les copapas, et donc l'idée c'est qu'on arrête de les oublier et qu'on puisse aussi leur apporter l'attention nécessaire. Durant la grossesse, souvent, en tout cas, la grossesse, la naissance d'un enfant, c'est connoté positivement, c'est un événement de vie vraiment positif qu'on attend souvent avec impatience, qu'on planifie plus ou moins. Et puis, on a des fois un peu de la peine à se rendre compte que la vie peut être un peu moins belle. Que c'est pas forcément ce que... On a vraiment cette notion dans la société, j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais avoir un enfant, c'est la plus belle chose au monde. Et puis, c'est plus dur à vivre quand en fait, on ne vit peut-être pas forcément ce qu'on nous a toujours dit que que la vie serait magnifique. Enfin, voilà. Donc, en fait, la période périnatale qui comprend vraiment cette période entre la conception, donc le début ou même avant la grossesse, pour le cas de fécondation in vitro ou quand on essaye d'avoir un enfant, jusqu'à l'année qui suit l'accouchement, ça peut être un moment compliqué. Pas pour tout le monde, je ne suis pas en train de diaboliser ça, mais c'est juste que des fois, on ne se rend pas compte à quel point c'est fréquent quand même. Et puis pour les femmes, on a observé dans la littérature que jusqu'à 25% des femmes, durant leur grossesse ou dans le postpartum, pouvaient voir leur bien-être affecté. Il y a beaucoup d'études qui sont faites chez les femmes. Ces dernières années, il y a eu vraiment de la matière scientifique, principalement sur la dépression. Je reviendrai après sur qu'est-ce que c'est la dépression. Mais en tout cas, on a quand même des bonnes, au niveau de la qualité des preuves d'un point de vue scientifique sur le bien-être des femmes durant cette période périnatale. On peut être assez confiant et on voit quand même que c'est presque une femme, dépendant les situations, c'est une femme sur 4. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est fréquent. Et puis pour les papas, donc je l'ai dit, je vais le redire, comme on a très peu de recherches, c'est un peu plus compliqué d'avoir des chiffres autant affirmés, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des études qui ont montré que jusqu'à 11% des pères avaient reporté une certaine détresse psychologique durant la grossesse déjà, et puis qu'en postpartum, on retrouvait jusqu'à 6% des papas. Donc, c'est dans une moindre mesure, effectivement, ça a l'air d'être moins présent, ces difficultés au niveau du bien-être émotionnel chez les pères ou les coparents en comparaison avec les femmes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à mon avis, étant donné qu'il y a très peu d'études, c'est des chiffres peut-être plutôt à la baisse, parce que aussi pour plein de facteurs, mais ça peut être aussi difficile pour les pères ou les coparents de dire qu'ils ne vont pas bien. Il y a pas mal de pression sociale, il y a aussi savoir parler de ses émotions, etc. Donc, il y a plusieurs facteurs qui je pense, font que ces chiffres sont plutôt des chiffres bas qu'élevés, et on a besoin donc de plus de recherches pour avoir des indications un peu plus fiables. Mais en tout cas, voilà ce qu'on sait aujourd'hui. Oui, peut-être quand même un élément sur ce point. De manière générale, les dépressions du postpartum, le baby blues, quel que soit ce qu'on prend comme niveau, comme intensité, comme seuil pour parler de mal-être, de manière générale, la dépression touche plus fréquemment les femmes en général, indépendamment de la grossesse. Et on sait que ce terrain biologique qu'on appelle le tempérament anxieux est un facteur important dans le développement des troubles anxieux et dans la dépression, et que ces éléments-là sont eux-mêmes très importants dans le risque de développer une dépression du postpartum ou un baby blues.
Donc, il est relativement attendu qu'à facteur de stress équivalent, les papas développent moins fréquemment que les mamans, je dirais, un épisode dépressif ou un trouble anxieux ou un baby blues, peu importe, sachant qu'en plus, le facteur de stress n'est quand même pas le même et que le facteur de stress d'une grossesse est quand même plus important pour la femme que pour l'homme, il faut dire la vérité. Oui, non, alors bien sûr, tout à fait. Mais on ne sait pas. Actuellement, on ne peut pas savoir, mais très probablement, ils sont moins touchés que les mères, mais je pense qu'ils sont quand même un peu plus touchés que ce qu'on observe actuellement avec les quelques études. Ouais. Parce que vous avez mentionné le baby blues. Et donc ça, souvent, c'est quelque chose qu'on confond avec la dépression, pas en tant que professionnel de la santé, mais pour les parents, etc. C'est tout à fait, c'est même plus fréquent que pas fréquent d'avoir un baby blues, c'est-à-dire une humeur un peu triste, voilà, pleurer, se sentir moins heureuse que voulu durant les jours qui suivent l'accouchement. C'est quand ça dure sur des semaines, ça dépend quels critères diagnostic on prend, mais c'est vrai qu'au-delà de 2 semaines, un mois, c'est plus un baby blues, c'est une dépression, mais en tout cas, faut pas culpabiliser d'avoir un baby blues parce que c'est vraiment, vraiment fréquent. Il me semble que c'est jusqu'à 80% des mères qui ont un baby blues, donc c'est vraiment quelque chose. Et au-delà de la fréquence, il ne faut pas culpabiliser tout court. Qu'on ait un baby blues oui, alors bien ou sûr. une dépression, quelle que soit la fréquence d'un trouble, on n'a aucune raison de culpabiliser, quelle que soit sa fréquence. Vous avez parfaitement raison. Ouais. Du coup, ben voilà, après la grossesse, on a l'accouchement, comme on l'a dit, le plus beau jour de sa vie, on rencontre son enfant, c'est l'amour au premier regard, etc. Dans les faits, de nouveau, c'est pas forcément toujours le cas et c'est OK. C'est une aparté, mais le lien avec son enfant, ce qu'on dit en anglais, le bonding, n'arrive pas forcément au premier regard, il peut se construire par la suite et il n'y a pas du tout d'inquiétude à avoir là-dessus. Mais si on revient à l'accouchement, on a remarqué qu'en fait, cet événement qui est connoté tellement positivement, qu'on avait quand même 60% des papas qui reportaient, enfin qui s'étaient sentis en détresse. Donc, j'arrive jamais à traduire ce terme distressing. C'est le terme anglais vu que c'était une étude anglaise. Donc, on l'a traduit par source de détresse. Mais ça n'enlève pas qu'on a quand même 60% des papas qui montrent quand même que c'était quelque chose, cet accouchement, et que ça pouvait être difficile à vivre. Et puis, au niveau des mères, on a une femme sur 3 qui le vit en fait comme un événement traumatique. On a des données au CHUV, donc ça, c'est des données principalement enfin des données qui viennent d'autres pays, principalement des pays anglophones. On a des données au CHUV qu'on n'a pas encore publiées, qui vont sortir prochainement, où on a remarqué même que chez les mamans, nous, on avait un taux un peu plus élevé, et puis de mères qui vivaient leur accouchement, enfin qui percevaient leur accouchement comme étant traumatique. Si je ne dis pas de bêtises, on était à 47% de notre échantillon. Et puis, on avait, pour les papas, par contre, on avait de nouveau 60% qui vivaient l'événement, c'est-à-dire l'accouchement, comme étant traumatique. Donc, c'est réellement quelque chose. Ça ne veut pas dire que tout le monde n'allait pas bien après, mais en tout cas, c'est un événement qui peut être surprenant et où on peut avoir de la peur qui intervient, etc. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est un accouchement traumatique? C'est vraiment cette idée qu'on a une peur intense pour sa vie. Si on est la maman, si on est le papa, on peut avoir peur ou le coparent, on peut avoir peur pour la maman et aussi pour l'enfant. Donc, soit pour la vie, soit qu'il y ait une blessure grave. Ça entraîne souvent des sentiments d'effroi, d'impuissance, où on peut avoir l'impression que les choses se passent comme si on était dans un film, dans un rêve, qu'on est en dehors de notre corps, etc. Et puis, ce qui est aussi très important à dire, ça semble évident, mais effectivement, quand il y a un risque médical, c'est plus probable de percevoir l'accouchement comme étant traumatisant. Donc, par exemple,
il y a une détresse fœtale, donc en 5 minutes, on passe de la salle d'ac au bloc opératoire, il y a tout le monde qui s'active, et puis 5 minutes après, le bébé, il est né. Ça, c'est dans les cas vraiment d'extrême urgence. Donc, ça semble compréhensible que le papa ou coparent et la mère aient pu avoir un sentiment vraiment de peur intense à ce moment-là. Mais ce qui est aussi très important de savoir, c'est qu'on peut aussi avoir un accouchement médicalement parlant où tout se passe bien, où et les obstétriciens et les sages-femmes se disent ah ben super, c'est comme dans les livres, accouchement par voie basse, pas de déchirure périnéale, tout le monde va bien, et puis que ça a été vécu comme étant traumatisant pour un des parents ou pour les parents. J'ai par exemple l'exemple d'une maman qui, c'était son premier enfant, et donc on dit tout le temps qu'un accouchement, ça dure, ça prend du temps, si vous en parlez avec des gens, en général, d'autant plus le premier enfant, ça prend quelques heures, voire des jours. Et puis, donc, cette maman, premier enfant, il me semble, en 3-4 heures, en fait, elle est arrivée à l'hôpital, dilatation complète, et elle avait accouché par voie basse d'un bébé. Tout le monde se portait bien physiquement, mais cette maman, pour elle, c'était allé beaucoup trop vite, et elle avait été traumatisée, elle n'avait pas forcément compris tout ce qui se passait, etc. Donc, s'il y a des gens du personnel médico-soignant qui regardent cette vidéo, c'est très important de pouvoir communiquer le mieux possible. En situation d'urgence, c'est peut-être un peu plus compliqué, ça je l'entends bien, de tout expliquer ce qui se passe, mais vraiment la communication de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait et où on va, en fait, est vraiment très importante pour comment le parent va vivre l'accouchement. Et puis après, donc, en postpartum, comme j'ai dit, on peut développer certaines difficultés sur le plan émotionnel. Donc là, je vais parler des plus fréquentes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres problématiques qui peuvent arriver, mais voilà, là, ça vraiment les plus fréquentes. Donc la plus fréquente, c'est la dépression. C'est vraiment c'est pas les symptômes des critères enfin, j'ai pas listé tous les symptômes, mais l'idée c'est qu'on puisse un peu comprendre qu'est-ce que c'est ce trouble. Donc la dépression, c'est vraiment cette idée d'avoir une humeur triste, d'avoir de la peine à éprouver des sentiments positifs comme de l'amour ou du bonheur. On peut aussi avoir une perte de plaisir ou de motivation à faire des choses qu'on aimait faire. Et puis en fait, ben voilà, on n'a plus ce même goût pour la vie. Et puis on observe aussi chez les pères, en tout cas chez les hommes, peut-être une agressivité, voilà, plus d'être un peu plus agressif. On peut aussi observer des papas qui fuient un peu, qui s'éloignent du cocon familial pour plutôt faire des activités, aller dans un bar, boire avec les copains ou prendre des conduites un peu plus à risque. Alors, sur ce point précis, on préfère généralement parler d'irritabilité que d'agressivité, puisque l'agressivité, c'est finalement une des conséquences possibles de l'irritabilité, mais de manière générale, dans la dépression, chez l'homme comme chez la femme, et en particulier chez l'enfant, je fais une petite digression, l'irritabilité est un symptôme cardinal. Et pour information, même si ce n'est pas le sujet, chez l'enfant, l'irritabilité peut même remplacer soit la tristesse de l'humeur, soit la perte de plaisir ou de motivation qu'on appelle, nous, techniquement l'anédonie. Merci, je ne savais pas ces termes comme ça, mais du coup, merci pour la précision. Clairement, là, je pense qu'avec votre pratique clinique, vous avez beaucoup apporté, donc n'hésitez pas encore pour la suite. Au niveau, une autre problématique qu'on peut observer dans le postpartum, c'est l'anxiété. En fait, donc il y a les troubles anxieux. Là, il y a plusieurs types de troubles anxieux. Là, je prends le terme un peu parapluie, avec c'est vraiment qu'on a une inquiétude permanente, vraiment exacerbée pour soi-même ou ses proches, donc la maman ou l'enfant. Bon, on est en situation pandémique, donc c'est pas forcément. On est déjà dans un climat anxiogène. Mais par exemple, ça pourrait être de se dire voilà, toute personne qui touche mon enfant doit se laver les mains avant, se désinfecter. On ne sort pas de chez nous parce qu'il il pourrait y arriver quelque chose, etc. Donc d'être tout le temps un peu aux aguets.
Et puis, le troisième point que je voulais apporter aujourd'hui, et c'est vraiment aussi là un de mes points clés de ma thèse où je m'intéresse beaucoup à ça, c'est l'état de stress post-traumatique qui était en fait jusqu'à quelques années considéré comme un trouble anxieux. Donc, il a des points communs entre guillemets avec ce que j'ai pu vous expliquer dans l'anxiété. Mais vraiment, ce qui caractérise l'état de stress post-traumatique, c'est qu'on va avoir des flashbacks ou des cauchemars, des moments difficiles liés à l'accouchement. Ça peut être souvent, c'est quelque chose de visuel, donc on peut revivre la scène, mais ce n'est pas uniquement ça. Ça peut être sensoriel, ça peut être des odeurs qui reviennent, l'odeur de la salle d'accouchement ou de la salle d'opération. Voilà. Et souvent, ces trois problèmes, ils sont, enfin, comme vous avez, j'ai essayé quand même de montrer en quoi ils étaient différents, mais il faut aussi se dire que ces trois problèmes peuvent arriver ensemble, et puis ils ont quand même aussi des symptômes communs. Donc c'est pas, enfin, si vous reconnaissez l'un-dedans, on pourra en parler plus tard, mais il ne faut pas directement se dire ah, j'ai telle chose et aller googler sur Internet. Il faut en parler à votre professionnel de santé qui pourra vraiment, lui, être plus fin dans vraiment voir qu'est-ce qui se passe. On peut aussi être triste de temps en temps, on peut se rappeler de notre accouchement, ça ne veut pas dire qu'on est dépressif, pas dire qu'on a un état de stress post-traumatique, et une certaine anxiété est normale aussi avec un nouveau-né parce que voilà, le nouveau-né il a besoin de nous et puis on sait que c'est aussi quelque chose qui est normal. Donc là je parle vraiment de choses qui sont plus élevées que ce qu'on pourrait attendre dans une situation normale, si je peux dire, de postpartum. Pourquoi en fait la santé mentale des pères et des coparents est importante? Parce que d'une part pour la personne en soi, mais aussi ça peut avoir un impact sur le reste de la famille, entre autres. Hein. C'est pas exhaustif, mais donc comme je l'ai déjà dit, mais je le répète, on a très peu d'études. Donc là, c'est les résultats de quelques études. Voilà, faut vraiment garder en tête, il y a très peu d'études sur le sujet, mais les quelques études que j'ai trouvées montrent quand même que le mal-être du papa durant le postpartum peut avoir un impact sur sa relation de couple avec la maman, et puis aussi sur le bien-être de la maman. C'est-à-dire qu'on a observé que un parent qui allait mal, souvent l'autre parent allait moins bien aussi. Donc voilà, il y a des liens qui se font quand même entre le père coparent et la mère, ce qui semble d'ailleurs, ce serait surprenant l'inverse. Et puis, on observe également un impact sur le développement de l'enfant. Donc, on a observé, donc, je vous en ai parlé avant, du bonding, c'est-à-dire vraiment le lien. Donc, ici, on ne parle pas de l'attachement, on parle vraiment du bonding, donc le lien, l'affection qu'un parent peut avoir avec son enfant. Et on a remarqué que ce lien-là pouvait être des fois un peu mis à mal chez les papas qui avaient des difficultés au niveau de leur bien-être. Il y a aussi des études qui ont montré qu'on pouvait observer des problèmes de comportement ou des problèmes émotionnels chez l'enfant à 2, 3 ans, 4 ans. Et puis, d'autres études ont carrément montré que l'enfant avait plus dans le père ou coparent avait eu des difficultés au niveau du bien-être, pouvait avait par exemple plus de risques de dépression, d'anxiété en préadolescence ou en adolescence. Donc, on a besoin quand même de plus d'études pour affiner un peu vraiment l'impact, mieux comprendre comment ça se passe, est-ce qu'il y a d'autres domaines qui sont impactés, etc. Je pense qu'il est important de dire, et ça c'est aussi chez les mères, ce qui n'est pas clair, c'est que souvent les problèmes de bien-être après un accouchement étaient là avant. Donc, on sait que c'est un facteur de risque. Typiquement, si on a déjà un trouble dépressif durant la grossesse, c'est fortement probable qu'il continue en postpartum, ou si on a déjà eu un épisode dépressif une fois, on sait qu'on est un peu plus vulnérable pour développer un autre épisode en postpartum. Et puis, on sait aussi que souvent, c'est sous-diagnostiqué. Les parents ne vont pas demander de l'aide.
se disent, pour plusieurs raisons, tabou, culpabilité, au final, mon enfant, il va bien, moi, je vais bien physiquement, il faut avancer, je veux oublier cette histoire ancienne. Donc, souvent, ce problème-là n'est pas forcément réglé et puis il y a une certaine chronicité qui s'installe et on n'arrive pas encore à très bien savoir si c'est le fait d'avoir quelque chose de chronique qui aurait une influence sur le développement de l'enfant ou si un épisode à un moment donné qui serait réglé avec une thérapie ou enfin voilà, qui se résorberait, mais je crois que ça se dit pas forcément en français, mais un état, voilà, un parent qui a un stress post-traumatique suite à son accouchement qu'on arrive à traiter et qui du coup par la suite n'a plus de stress post-traumatique, on ne sait pas dans quelle mesure ça a aussi un impact sur le développement de l'enfant. Vu que c'est encore pas très clair au niveau du lien avec la chronicité des troubles et que souvent, comme ils ne sont pas détectés, ils continuent. Et voilà. Alors, il y a cette part qui est une part environnementale, et il y a aussi une part biologique, héréditaire. On sait que même si les troubles anxieux et la dépression ne sont pas les troubles en psychiatrie avec la plus grande explication génétique héréditaire, on sait que cette explication, elle existe aussi en partie. Et donc, indépendamment de l'état émotionnel des parents au moment de l'accouchement, peu avant ou peu après, un enfant issu de deux parents, par exemple, avec des troubles anxieux ou des dépressions, a de manière générale, malheureusement, plus de risques de développer dans l'enfance ou à l'adolescence ou après des troubles psychiatriques. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça se soigne extrêmement bien, donc rien de grave. Mais voilà, il y a certes la part environnementale qui a peut-être un impact, mais il y a aussi évidemment la part biologique. Bien sûr. Il y a d'ailleurs Bowers et Yehuda qui ont beaucoup travaillé là-dessus, sur la transmission intergénérationnelle du stress et du traumatisme. Donc, si ça vous intéresse, je renvoie à leurs travaux qui ont justement montré comment ça pouvait être transmis à travers les gamètes, à travers l'environnement intra-utérin, et puis également en fait dans les premiers mois qui suivent l'accouchement, à travers les interactions qu'on peut avoir avec son enfant et au niveau, c'est un phénomène épigénétique. Mais donc, voilà, si ça vous intéresse, je vous renvoie à leurs travaux. Voilà. Donc, je l'ai dit, je le redis, à force, je pense que vous le savez, mais donc, on a vraiment peu de connaissances sur le bien-être des pères et coparents après l'accouchement. Et puis, on en a besoin parce que sans ça, actuellement, on est quand même dans un système ou une société où on noue gentiment la maternité à la parentalité. Et pour accélérer les choses, on a aussi besoin de données scientifiques sur divers plans. Hein, mais c'est vrai que si il y a des études qui montrent qui ont été faites, mais il me semble plutôt dans les pays nordiques, mais où c'est une petite aparté, mais du coup, vraiment au niveau du congé parental, au congé paternité, qui en fait permettait d'avoir des meilleurs résultats sur la santé mentale de la maman, sur le développement de l'enfant, etc. Enfin, je me reconcentre sur la thématique d'aujourd'hui. On a vraiment besoin de données scientifiques pour pouvoir mieux intégrer les pères, mieux les accueillir dans la maternité, parentalité. Et donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui à vous parler de ça, c'est parce que j'ai besoin de papa qui accepte de nous aider dans cette voie-là. Donc voilà, j'ai mis une petite photo de bébé en me disant que ça amadourait, ça vous amadourait. La stratégie de l'augmentation de l'ocytocine pour apaiser et pour donner envie d'aider et pour augmenter l'empathie et la théorie de l'esprit. Bravo la manipulation neurobiologique. Voilà, bon. Peut-être aussi dire que c'est une étude en collaboration avec le professeur Wissam El Haj, si je dis correctement, qui vient en fait de l'hôpital universitaire de Tours et de l'université de Tours, qui est un des collaborateurs de l'étude, et puis aussi la docteure du coup Coraline Hingray qui a déjà intervenu quelques fois, il me semble, sur cette page. Pour notre grand plaisir. Pardon? Pour votre grand plaisir, oui.
J'ai eu l'occasion de visionner aussi, c'était aussi pour mon grand plaisir du coup. Et puis elle vient de Nancy, si je ne dis pas de bêtises, du centre universitaire, de l'hôpital universitaire de Nancy. Donc voilà, on a besoin de vous. C'est vous qui êtes en fait. Vous, ce sont les pères ou coparents qui avaient un enfant âgé de 1 à 12 mois. Donc souvent, on me demande pourquoi 1 à 12 mois. Moi, mon bébé, enfin, j'ai eu un enfant il y a 3 ans, mais je ne trouve pas très bien ça. C'est pas que ça nous intéresse pas, vraiment pas, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, d'un point de vue scientifique, on doit avoir une population plus ou moins homogène. Et puis c'est vrai que c'est difficilement, c'est un peu plus compliqué de comparer des expériences de gens qui ont accouché il y a 3-4 ans avec des gens qui ont accouché il y a 3 mois, etc. Donc on a dû mettre une limite qui est souvent celle-ci en fait dans notre domaine de recherche. Mais ça ne veut pas dire que les autres expériences de parents d'enfants plus âgés ne sont pas intéressantes. Hein. C'est juste vraiment des critères scientifiques. Et puis, donc, on a besoin de ces papas-là ou coparents qui ont assisté à la naissance et puis qui parlent français pour pouvoir répondre aux questions et qui sont majeurs. C'est une enquête qui est anonyme d'une durée moyenne de 20 minutes, à savoir qu'on a une première partie sur le bien-être des parents. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mieux comprendre comment vont les pères, comment vont les coparents dans l'année qui suit un accouchement. On regarde au niveau, comme je vous ai expliqué aujourd'hui, au niveau de la dépression, de l'anxiété, du stress post-traumatique. Et puis, on essaye surtout de développer un questionnaire en français qui peut aider facilement à dépister les pères qui ont un stress post-traumatique suite à leur accouchement. Ça, c'est quelque chose où il y a encore moins d'études. C'est-à-dire que souvent, on étudie la dépression, l'anxiété, puis le stress post-traumatique. Et puis là, en l'occurrence, on étudie le stress post-traumatique chez les papas et il y a vraiment très peu d'outils pour ça. Donc, l'idée, c'est d'avoir un outil qui nous permet de mieux appréhender ce phénomène chez les papas, chez les coparents, pour être plus fiable et puis les aider au mieux. Et puis, la deuxième partie se concentre, donc la deuxième partie du questionnaire se concentre sur l'enfant, son sommeil, son tempérament. Donc, le tempérament de l'enfant, on peut apparenter à la personnalité d'un adulte. Et puis voilà, donc la deuxième partie est facultative. Donc, si vous faites que la première partie, ça va nous aider déjà énormément parce qu'on a besoin environ de 500 pères ou coparents qui répondent à cette enquête. Et pour l'instant, on est à 200, donc on n'y est pas encore tout à fait. Et puis, à la fin de cette première partie, qui dure environ 15 minutes, je dirais, vous avez le choix de suivre avec la deuxième partie sur votre enfant. Et donc là, bien sûr, ça dure un peu plus longtemps. Donc, la moyenne, c'est 20 minutes, mais je dirais c'est entre 15 et 25 minutes pour remplir, dépendant si vous faites les deux parties du questionnaire ou pas. Comment est-ce qu'on y accède? Donc, j'imagine qu'on pourra peut-être mettre le lien sous la vidéo. Et puis, pour les personnes qui regardent sur un portable ou un ordinateur ou que sais-je, vous pouvez scanner et accéder à l'enquête. Vous pouvez envoyer le lien à tout votre entourage, il n'y a pas de souci. Non, mais comme je disais, je pense que c'est vraiment très important qu'on puisse mieux comprendre les pères, les coparents pour pouvoir j'ai le mot en anglais, mais pour pouvoir se battre, entre guillemets, pour les intégrer dans la parentalité, maternité, c'est-à-dire le bâtiment maternité, etc. Voilà. Je pense que les mois passés nous ont été un exemple de plus qui montrait que les papas étaient des semi-parents d'un point de vue systémique, alors que non, les papas, les coparents sont autant des parents que les mères. Et c'est très important qu'on puisse avancer là-dessus. Voilà. De ce que j'ai dit aujourd'hui, si vous n'allez pas bien, si vous dites, ah ben au final, c'est vrai que peut-être il y a des choses qui ont été difficiles pour moi ou qui sont difficiles, ou même si vous le saviez déjà, c'est OK. Comme Jean-Baptiste l'a dit au début, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Souvent, on prend l'exemple
dire, voilà, si on a une pneumonie ou quelque chose de plus grave, une tumeur, un cancer, on ne culpabilise pas et puis on va voir le médecin parce que c'est comme ça qu'on peut se faire aider. Ben là, c'est pareil. Donc, la première chose à faire, ce serait se faire aider en parlant avec votre médecin. Au niveau des thérapies qui ont basées sur les preuves qui ont montré que ça pouvait être aidant, on a la thérapie cognitivo-comportementale, le MDR et la thérapie par exposition. Donc ça, j'ai repris depuis les NICE Guidelines. Donc ça vient d'Angleterre. Peut-être, Jean-Baptiste, vous avez d'autres... c'est bon. Non, mais c'est très bien, la NICE, c'est parfait. Ouais. Ouais, voilà. Et puis, il y a aussi tout ce qui est, des fois, on ne se sent pas à l'aise, on parle avec un professionnel et puis ça peut aider aussi déjà de parler avec d'autres personnes qui ont un vécu similaire. Du coup, en Suisse, nous, j'ai mis quelques noms d'associations. En France, j'ai essayé de chercher, j'ai vu qu'il y avait Allo Parents Bébés, mais j'ai pas, enfin voilà, je suis navrée, mais je ne suis pas française, je suis suisse, donc je connais un peu moins. Mais en tout cas, n'hésitez pas à essayer de regarder dans votre région s'il y a des groupes de parole ou en parler avec d'autres parents ou de votre entourage, etc. Comme je l'ai montré à travers les chiffres aujourd'hui, c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense. Donc, et puis, ça peut vraiment déjà aider à aller mieux de parler en fait de ça avec d'autres parents. Et ce que j'aimerais... Pardon? Rappelons que pour les troubles anxieux en général, hein, on oublie spécifiquement les PTL, les états de stress post-traumatique, votre médecin pourra éventuellement vous proposer, si c'est nécessaire et si c'est adapté à votre situation, un traitement pharmacologique, évidemment par antidépresseur, puisque les recommandations dans ce type de troubles, c'est l'association d'un antidépresseur, notamment d'un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, et en général d'une thérapie cognitive et comportementale. Mais là, je parle des troubles anxieux en général, hein, pas spécifiquement de l'état de stress post-traumatique, mais ça, il faut en parler à votre médecin traitant. Non, très important. Et puis, je voulais aussi finir en disant, bon, on l'a un peu abordé, mais vraiment, si vous n'allez pas bien, c'est un peu des petits mantras, mais qui sont réellement, qui ont une réelle importance. Vous êtes légitime, même en tant que père, même si c'est pas vous qui avez été enceinte, c'est pas vous qui avez accouché, c'est pas si votre enfin si la maman va pas bien aussi, vous êtes légitime de dire que vous n'allez pas bien et il n'y a pas de culpabilité à avoir, pas de tabou non plus autour de la santé mentale, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Et puis c'est pas être faible comme des fois on peut malheureusement entendre. On n'est pas faible d'avoir des problèmes. De nouveau, on ne dirait pas quelqu'un qui a une maladie grave physique qu'il est faible. Donc, je pense vraiment qu'il y a un peu un changement de perception qu'il faut avoir sur la santé mentale. Et puis, très important, on peut aller mieux. Et je l'ai pas abordé, mais on peut vraiment se faire aider, on peut aller mieux. Et puis, j'ai aussi, l'idée, c'est pas de faire peur parce que c'est toujours un peu compliqué. On dit, il faut pas culpabiliser, mais en même temps, si vous n'allez pas bien, vous risquez d'impacter le développement de votre enfant. Vous n'êtes pas responsable. Et puis comme je disais, on ne sait toujours pas au niveau de la chronicité. C'est vraiment quelque chose de chronique qui impacte le développement de l'enfant ou si un épisode, une fois qui est traité rapidement, le plus tôt en fait on demande de l'aide, le plus vite, enfin le plus facile, entre guillemets, on peut aller mieux. Et puis ça, on ne sait pas forcément dans quelle mesure ça peut vraiment avoir un impact sur votre enfant. Donc, faut vraiment pas de culpabilité. De toute façon, si vous n'allez pas bien, faites ça pour vous. Faites pas ça pour votre gosse, faites ça avant tout pour vous. Il est très probable que de toute façon, le gosse soit très content d'avoir un papa qui aille bien. Donc, ok, ça sera bien pour lui, mais faites ça pour vous. Soyez égoïste. L'égoïsme, c'est très important. Et alors, c'est très important. Sur cette notion de faiblesse, moi, c'est un truc qui m'embête un petit peu parce que moi, je ne vois pas de problème à dire qu'on n'est pas tous égaux face au risque de troubles psychiatriques. Et on peut avoir des faiblesses psychiques, comme on a des faiblesses de genoux qui nous rendent plus à risque d'avoir un problème de genoux. Et donc, moi, cette notion de faiblesse, moi, elle ne me dérange pas. Au contraire, je pense qu'il faut la valoriser, c'est-à-dire arrêter de voir ça comme quelque chose de péjoratif, mais comme quelque chose de réel et de biologique. On n'a pas tous un patrimoine génétique équivalent et il y a des gens qui sont plus à risque de développer des troubles psychiatriques et dans le langage commun, on peut appeler ça une faiblesse et moi, ça ne me choque pas qu'on appelle ça une faiblesse. Par contre, si c'est pour
traiter les gens de faibles péjorativement, bien sûr, ce terme est inacceptable. Mais je ne veux pas qu'on croie qu'il n'y a pas une prédisposition possible. On n'est pas tous égaux. Moi, je suis asthmatique au dernier degré, je suis mal foutu, j'ai une faiblesse à ce niveau-là, qui est une faiblesse biologique. Et je fais avec, et puis j'essaie de me réparer. Désolé, on n'est pas parfait, c'est comme ça. Donc, voilà, cette notion de faiblesse, je voulais juste faire cette petite digression, mais je pense qu'on partage le fond. Non, elle était importante. C'était vraiment plutôt cette idée péjorative, mais oui, bien sûr, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, quoi. On n'est pas tous égaux, mais c'était on entend encore quand même trop souvent. Tout à fait. Voilà, c'est plutôt deuxième sens. Sinon, voilà, les gens avec qui je travaille au quotidien et que je remercie. Donc, sur la partie à gauche, avec ces liens, c'est les gens qui travaillent au sein du Lausanne Prenatal Research Group. Et puis à droite, donc, on a la docteure Coraline Ingray, le prof Wissam Elhaj, qui sont les collaborateurs aussi de l'étude. Donc, merci à eux. Et puis, je voulais aussi remercier la professeure Susanna Ayers, qui en fait nous apporte beaucoup de conseils très précieux pour cette étude et donc voilà, je tenais quand même à les mentionner. Une petite bibliographie pour les gens qui auraient pu être intéressés par ce que j'ai dit aujourd'hui et puis la fin, de nouveau un petit bébé qui vous regarde comme ça pour vous dire s'il vous plaît, aidez la recherche et remplissez cette enquête. Vraiment, merci infiniment pour cette présentation qui était passionnante, fascinante. Aidez, s'il vous plaît, les papas là, qui ont eu un bébé, ou les papas ou les coparents qui ont eu un bébé dans les 12 derniers mois. Si votre gamin, votre gamin, pardon, je vais encore passer pour votre chérubin, je ne sais pas comment on dit, à 12 mois ou moins, remplissez, s'il vous plaît, ce questionnaire. On vous mettra le lien dans la description de la vidéo. Donc, juste en dessous de la vidéo, il y aura un petit… vous cliquez sur la description et vous cliquez sur le lien et vous allez aider ces formidables chercheurs qui travaillent dans l'intérêt commun. Donc, merci à vous. Et puis, un petit dernier mot, un petit au revoir. Merci d'être arrivé jusqu'ici, de m'avoir écouté. Vraiment, le maître mot, c'est pas une fatalité si on va pas bien et aidez-nous. Et s'il y a quoi que ce soit, j'ai mis mes coordonnées en bas là, de la slide, donc n'hésitez pas aussi s'il y a des questions de l'intérêt supplémentaire, etc. Voilà. Merci infiniment et à très bientôt. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. Donner l'opportunité. Au revoir.